Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Martin. Donc, Thierry est chef de projet Open Data, alors plus précisément, pardon, chargé de mission innovation numérique, si je ne dis pas de bêtises, au conseil départemental de la Haute-Garonne. Il nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui pour nous présenter un dispositif qui s'appelle D-Line, donc qui permet aux collectivités de saisir et diffuser plus simplement leurs données sur les portails Open Data. Et actuellement, c'est un certain succès sur le territoire de la Haute-Garonne. Thierry, si tu veux te présenter en 2-3 minutes de manière un peu plus complète, n'hésite pas. Oui, bah écoute, non, Victor, tu m'as présenté dans l'intégralité de mes fonctions, les fonctions que j'occupe au conseil départemental. Donc, je serai amené à vous expliquer un petit peu ce qui se passe en Haute-Garonne depuis 2017 autour de cet accompagnement des collectivités à l'ouverture des données, la stratégie mise en place au niveau départemental et puis les initiatives de développement d'outils et de partage d'outils qui ont permis d'opérer et qui permettent encore aujourd'hui d'opérer de façon très opérationnelle nos collectivités dans l'ouverture de leurs données publiques. Merci Thierry. Alors, ce que je vous propose d'ores et déjà, c'est de vous montrer une petite présentation donc, relative au mardi de l'Open Data, à la seconde édition. Donc voilà, je vous invite à bien évidemment couper vos micros et je vous le rappelle, on aura un temps d'échange un peu plus tard. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent pendant la présentation, ce qui est tout à fait possible, n'hésitez pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on les abordera pendant le temps d'échange, mais n'hésitez pas à les marquer dans le chat qui est à votre disposition. Voilà, donc cette seconde édition sera consacrée à vos retours, effectivement, sur la politique Open Data. Donc ceux qui étaient présents à la première ont pu le voir, c'était plutôt informatif pour vous expliquer ce qu'est l'Open Data, vous expliquer l'obligation légale inhérente donc, à cette politique publique, vous expliquer les enjeux qu'il y a derrière. Aujourd'hui, c'est un moment d'échange, mais également un moment de démonstration pour vous faire la découverte du portail et ce qu'on appelle le back-office. Donc c'est l'arrière-boutique en fait, du portail. Comment ça fonctionne, comment vous pouvez assez simplement publier vos données grâce à ce portail et vous faire des ateliers pratiques sur la saisie et la diffusion des données donc sur HeroData. Alors, bon, voilà, nous avons eu l'occasion de nous présenter. Donc aujourd'hui, les deux intervenants du jour sont moi-même, Victor Kahn, donc chef de projet Open Data au conseil départemental de l'Hérault, et Thierry Martin, chargé de mission innovation numérique au conseil départemental de la Haute-Garonne. Alors, comme je vous l'ai dit, on va faire des piqûres de rappel. On reprend un petit peu des bases pour vous expliquer ce qu'est l'Open Data, notamment pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes lors de la première édition. Alors, l'Open Data, c'est quoi et pourquoi faut-il l'appliquer? Bon, pour vous expliquer assez simplement ce qu'est l'Open Data, en fait, on peut partir des deux mots de la composante, de ce concept. Donc, Open et Data. Open en anglais, donc qui veut dire ouvert, ça veut dire que le contenu que vous allez mettre sur le site internet en Open Data est disponible à tous. Il ne peut pas être restreint à une partie de vos usagers, à une partie de vos élus, etc. Il est disponible pour tout le monde. C'est open. De l'autre côté, on a le mot data qui veut dire données, qui renvoie au concept d'élément brut. Ça n'est pas une information qui, là, est un élément interprété. Une donnée, c'est un élément brut qu'on peut, par exemple, retrouver dans un document Excel, et pour les plus avancés d'entre vous, CSV, JSON, Shape, etc. Donc, élément brut, il faut bien retenir ça. Alors, ça, c'est les deux éléments un peu, on va dire, fondateurs, fondamentaux de l'Open Data. Il y a d'autres conditions liées à l'Open Data. La première qui est très importante, c'est la condition qu'on appelle d'exportation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez vos données en Open Data sur votre site Internet, il faut que les utilisateurs du site Internet puissent la télécharger. C'est le cas par exemple sur HeroData. Dès lors qu'une donnée est mise sur HeroData, les usagers peuvent la consulter, mais ils peuvent également la télécharger pour aller plus loin s'ils veulent l'analyser avec leurs propres outils. Donc si c'est par exemple des données cartographiques, c'est très important qu'ils puissent l'analyser aussi avec leur logiciel cartographique. Bon, il faut évidemment que la donnée elle soit complète et pertinente, ça va un peu de soi, mais il faut que ça soit la dernière mise à jour de la donnée que vous ayez en interne, que vous mettiez sur le portail Open Data. Et il faut bien évidemment qu'elle soit complète. Si la donnée est tronquée, on va dire que voilà, c'est pas du jeu. Il faut qu'elle soit ce qu'on appelle en licence ouverte. Alors, on aura l'occasion à l'avenir de faire des ateliers sur voilà, les conditions juridiques derrière l'open data. Mais la licence ouverte définit qu'à partir du moment où une donnée est mise en ligne, la personne qui réutilise la donnée, c'est-à-dire qu'il la remet sur son propre site internet, doit uniquement indiquer la dernière date de mise à jour et le nom du producteur. Voilà, mis à part ça, pas besoin de renseigner plus d'informations. Et donc, c'est il en existe d'autres, mais voilà, c'est la licence juridique phare, on va dire, autour de l'open data dans le monde francophone.
Il faut qu'elle soit ce qu'on appelle sans coût. Bon, là, je pense avoir été assez clair en disant que voilà, si elle est ouverte, la donnée, on ne peut pas la vendre, évidemment. Il faut qu'elle soit ce qu'on appelle lisible par une machine. Ça renvoie au concept de données dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que étant un élément brut, une machine va beaucoup plus facilement pouvoir faire des cartographies avec des analyses, par exemple des camemberts, des colonnes, des courbes, bref, des statistiques, des visualisations. À partir du moment où voilà, c'est un document qui se présente sous la forme d'un tableur et non pas par exemple d'un PDF qui là, la machine va avoir beaucoup plus de difficultés à le lire. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, les conditions préalables à la mise en open data de vos données. Alors, il y a plusieurs exemples de données qui peuvent être en open data. Par exemple, pour les communes et intercommunalités du territoire, on peut parler de la cartographie des écoles primaires. Hein, grâce à voilà, les données que vous pouvez mettre en ligne, vous pouvez faire assez simplement une cartographie des écoles primaires sur le territoire. On peut parler aussi de données environnementales, on a les stations météo, la gestion des déchets, le compostage. On peut aussi parler des bornes de points d'apport de tri sélectif. On peut parler également de données finances, subventions, marché public, budget. Il y a aussi, par exemple, les délibérations. Je crois qu'on aura l'occasion de le voir tout à l'heure dans la présentation de Thierry. Donc, vous voyez que ça concerne vraiment un panel qui est très, très large de données. Et pour vous parler un petit peu de pourquoi on parle d'open data très régulièrement en ce moment, finalement, dans l'actualité, c'est parce qu'il y a une obligation juridique, une obligation légale en France qui s'appelle la loi République numérique, autrement appelée loi Le Maire, qui a été, donc, pour information, votée au Parlement en 2016 et appliquée dans les collectivités en 2018. Et donc cette loi République numérique, elle définit que les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants et 50 agents, elles ont l'obligation légale de mettre en œuvre une politique open data sur leur territoire. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en œuvre une politique open data sur le territoire? Ça veut dire qu'on consacre le concept d'ouverture par défaut des données publiques, qui devient donc la règle. Avant, c'était l'ouverture par exception, on ouvrait certaines données, maintenant on ouvre tout. Tout étant toutes les données qui ont un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental, c'est-à-dire un gros panel de données. Par contre, il faut bien faire attention, donc effectivement c'est un gros panel de données, mais il y a certaines exceptions qui sont tout aussi importantes et dont vous avez probablement encore plus entendu parler, qui sont les données dites sensibles définies par le Règlement général à la protection des données qui s'appelle RGPD, donc qui est un règlement européen. Et qui définit que toutes les données donc sensibles, c'est-à-dire les données personnelles, les données relevant du secret industriel ou commercial ou de la sécurité intérieure, n'ont pas à être diffusées. Voilà, cela va de soi, mais c'est bien évidemment des données qu'il ne faut pas mettre en open data. Donc, à titre d'exemple, toutes les données personnelles, ça va être des données où il y a des noms d'usagers, ça on ne le diffuse pas évidemment en open data. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, donc, il y a un portail que nous avons déployé au conseil départemental depuis le 6 mai 2020, donc il vient d'avoir tout juste un an. Ce portail Aerodata, donc, c'est un partenariat avec la région Occitanie qui nous l'a fourni en marque blanche, c'est-à-dire que tous les éléments du portail Aerodata étaient personnalisables, les thématiques, les données, la charte graphique, l'URL, et donc c'était un partenariat, voilà, via convention de partenariat, nous avons pu déployer ce portail. Il permet de diffuser 3 types de données. C'est les données que vous allez trouver habituellement sur le portail Aerodata. Le premier type de données, c'est des données des services du conseil départemental, des directions du conseil départemental. Donc ça vaut pour les directions du conseil départemental, pour ces entités rattachées, hein, Aérohabitat, Aérotransport, Aérotourisme, etc. Et ça vaut également pour ces délégataires de services publics. À titre d'information, petit aparté, les délégataires de services publics qui assurent une mission de service public pour une collectivité de plus de 3500 habitants et 50 agents sont également dans l'obligation de diffuser les données relatives aux services publics qu'ils assurent pour la collectivité. Donc ça, c'est très important. Il y a également, donc, sur ce portail Aerodata, des données des entités nationales ou régionales. Donc, je vais vous faire un petit tour d'horizon d'Aerodata pour que vous compreniez bien, mais il y a par exemple sur un observatoire de la population des données INSEE, donc des données démographiques, logement, emploi, ça c'est des données très pratiques pour une compréhension, on va dire, complète et plus approfondie du territoire, des données du ministère de l'Intérieur pour tout ce qui va être donné des résultats électoraux, par exemple des données de la région pour les données transport. Et toutes ces données,
bien qu'elles soient produites par une entité supradépartementale, elles sont découpées à la maille du département pour que les usagers RET, les utilisateurs du portail, puissent consulter la donnée à la maille qui correspond, donc le département de l'Hérault. En plus de ça, et c'est ça qui nous intéresse principalement aujourd'hui, depuis le 1er juillet 2020, le portail Hérodata héberge, via convention de partenariat, donc nous vous avons envoyé il y a quelques mois, des données des EPCI et des communes du territoire. Donc à partir du moment où vous nous renvoyez cette convention de partenariat, vous pouvez diffuser de manière totalement gratuite et sans limite les données que vous avez produites, les données de votre collectivité sur Hérodata. Je le précise, puisque vous avez bien compris qu'il y avait une obligation légale pour les collectivités de plus de 3500 habitants et 50 agents. Bien évidemment, ça n'est pas la seule raison pour laquelle il faut publier ces données en open data. Et je vais vous le montrer tout à l'heure, il y a un certain nombre de collectivités sur le territoire départemental qui sont en dessous de ce seuil et pourtant qui publient leurs données sur Hérodata. Vous allez voir avec la présentation du portail que grâce aux données qui sont publiées sur le portail, vous pouvez créer des services publics dématérialisés à destination de vos usagers, en revoyant un besoin d'information directement. Et donc ça, c'est un côté pratique qui dépasse, on va dire, la simple contrainte légale de la loi République numérique. Alors pour vous présenter un petit peu voilà, ce qu'il en est des territoires donc, partenaires, ceux qui nous ont renvoyé une convention de partenariat, il y a aujourd'hui 29 collectivités qui nous ont renvoyé la convention de partenariat. Pour précision, donc, comme je vous l'ai dit, ça ne concerne pas uniquement les collectivités qui ont cette obligation légale. Donc nous avons envoyé à toutes les communes et à tous les EPCI du territoire cette convention de partenariat pour que ces derniers puissent diffuser sur le portail. Et vous voyez donc qu'il y a 25 communes et 4 EPCI. Pour précision, donc, les 4 EPCI, c'est le Minervois, Carroux, les Monts de la Cône, le Grand Orbe et les Cévennes, Gangeoise et Summonaises. Dans les 25 communes, et même les 4 EPCI, vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre de communes qui sont en dessous, bien en dessous des 3500 habitants. Signe voilà, que les enjeux relatifs à la transparence, je me répète, mais relatifs à la transparence, relatifs à la circulation de l'information, relatifs voilà, au partage des données, c'est vraiment des enjeux qui ont été bien compris et qui motivent ces collectivités à signer la convention de partenariat et à diffuser leurs données sur le portail Hérodata. Donc, vous voyez, bon, il y a un certain nombre de collectivités qui ont continué à diffuser. Ne vous inquiétez pas, si vous nous avez renvoyé la convention par courrier et que vous n'êtes pas indiqué sur la carte, c'est qu'elle doit être encore en chemin. Ça ne devrait pas tarder. Je vous propose d'ores et déjà voilà, que nous puissions avoir un temps d'échange entre nous, que vous puissiez me dire voilà, si vous avez des questions par rapport à la politique Open Data. Je vois qu'il y en a eu déjà une dans le chat, notre amie Nadia qui travaille au département. Mais n'hésitez pas, et ça sera aussi l'occasion, à mon sens, de faire un petit tour de table pour que vous puissiez voilà, me dire directement où vous en êtes, si jamais vous avez étudié l'opportunité de cette convention et si jamais vous avez des blocages, notamment si vous souhaitez avoir des présentations en interne auprès de votre hiérarchie, auprès des élus. Je me porte volontaire, étant animateur territorial de l'Open Data, je peux complètement assurer ce type d'animation. Et si jamais vous avez des questions plutôt techniques, bon, je pense qu'on aura déjà l'occasion d'y revenir aujourd'hui, mais on pourra également faire un accompagnement personnalisé aujourd'hui. Alors, est-ce que des freins à ce partenariat ont été identifiés? Écoutez, Nadia, très bonne question. Je pense que ça va être aussi l'occasion aujourd'hui de voir si jamais des collectivités ont ressenti des freins en interne quant à la diffusion de leurs données. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole en premier aujourd'hui. Je vois que Damien Laurent, donc d'Hérault Méditerranée, s'est connecté. Est-ce que, Damien, tu veux nous faire un retour sur la politique Open Data dans ton intercommunauté? Oui, Victor, tu m'entends? Très bien. Ok, bon, oui, bonjour à tous. Peut-être je vais me présenter rapidement. Damien Laurent, donc je suis responsable du service innovation numérique au sein de l'agglomération Hérault Méditerranée, au sein de la DSIN. Donc, la Hérault Méditerranée, c'est une communauté d'agglomération de 20 communes, avec pour les 2 villes principales, Agde et Pézenas. Donc, comme vous voyez, vous avez pu le voir sur la carte, nous apparaissons pour certaines, notamment pour Pézenas et Agde, en vert. Donc, pour répondre un peu à la question, on n'avait pas forcément eu de blocage, puisque nous, alors, on en est au début du projet, mais il y avait déjà eu, notamment sur la commune d'Agde en 2019-2020,
une réflexion à propos à la fois des enjeux et des opportunités de l'open data. Et plus largement aussi, c'était pour apporter un peu une réflexion sur la place de la donnée au sein de la collectivité, quoi. Et voir un peu comment un projet open data pourrait être aussi une opportunité pour modifier les pratiques en interne. Donc, il y a eu un groupe de travail de créer. On a rencontré un peu les collectivités du territoire, donc notamment Victor pour le département. Nous avions rencontré également la région, la métropole de Montpellier, donc pour faire part un peu de leur expérience et leurs différentes démarches. Et donc, très rapidement, il y a eu une vraie volonté en interne de la part de la direction des élus pour d'une part, se conformer à la réglementation, comme l'a dit Victor, mais également au-delà un peu du caractère coercitif quoi, de cette législation, c'était plus loin un peu une manière de valoriser les actions de la collectivité, renforcer l'efficacité, d'améliorer les services aux usagers et plus largement aussi d'améliorer un peu la qualité, la diffusion de la donnée au sein des services en interne. Donc en établissant une stratégie d'acculturation également chez nous à la donnée au sein des différentes directions et services. Donc ça c'est un peu le projet qu'on a et qu'on débute. Donc très vite avec la présentation de Victor de la plateforme du département, le choix du partenariat avec le département s'est imposé. Donc, pour plusieurs raisons, hein. Déjà par la qualité de la solution proposée. Donc, on est sur une plateforme de technologie donc totalement approuvée avec l'Open Data Soft derrière. Et puis, au-delà donc, on va peut-être le voir, mais c'est vrai que c'est une plateforme avec plein de possibilités, comme l'a dit Victor, sur les statistiques possibles, des facilités de cartographie également qui sont intéressantes et donc très faciles à mettre en œuvre. Donc l'intérêt, c'était ça, c'est qu'on avait dès le départ une solution simple, facile, directement accessible et facilement mise en œuvre, à mettre en œuvre. Et également, à côté de ça, outre l'outil, ce qui nous avait séduit, c'était aussi le côté réseau, le côté écosystème. Et d'ailleurs, voilà, les mardis les mardis d'Open Data en est une bonne démonstration. C'est que on partait donc pas d'une feuille blanche et on ne partait pas seul. On était accompagné, et c'est cet accompagnement du département qui nous avait séduit. Et donc, c'est un bon argument également, avec le côté également gratuit, qui est aussi un bon argument pour les élus, pour tout le monde. Donc voilà. Donc très vite, on a travaillé avec Victor un peu sur les potentialités. On a créé une petite maquette avec des données propres à notre département. Donc avant qu'on ait signé la convention, je reviendrai dessus. Mais donc c'était pour proposer un peu aux élus et à la direction à la fois montrer l'outil et avoir une présentation qui était un peu plus sympathique parce qu'elle partait sur nos données. Et donc, on a construit cette maquette. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, trois villes de notre agglomération ont signé la convention, donc Vézénas, Florensac et Agde. Nous, l'agglomération, ça passe au conseil là, le 31 mai, lundi prochain. Donc voilà. Nous, notre objectif, c'est que nous, en tant qu'agglomération, on va accompagner les communes. Donc chaque commune doit signer avec le département. Et nous, on sera là, bon voilà, pour coordonner un peu tout ça, les accompagner pour mettre en œuvre cette politique. Et donc notre objectif aujourd'hui, ça va être de cibler quelles seront les données que nous allons diffuser. Faire une présentation au sein des communes, notamment sur AG qui est prévu prochainement et l'aglo auprès de toutes les directions, faire une communication, leur présenter un peu les enjeux, le projet, l'outil du département et voir avec eux quelles seront un peu les données principales que nous allons commencer à mettre en place. Dernière chose, peut-être, voilà, la position de l'open data au sein de la DSIN était un avantage parce que donc moi je dirige également, comme je l'ai dit, le SIG. Donc la plupart des données, enfin bon nombre des données sont déjà dans le SIG
Et les autres données, j'ai envie de dire, sont soit issues des applicatifs métiers, quoi, qui sont également administrés par une cellule de la DSIN. Donc, on aura accès assez facilement aux données. Bon, il suffira de peut-être les mettre en œuvre certaines, d'anonymiser d'autres, et pour pouvoir les communiquer, les diffuser, voilà, au sein de la plateforme du département durant l'année. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a signé les conventions. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à, quoi. Et il n'y a plus qu'à, eh ben, on a hâte de travailler avec vous en tout cas, de Voilà, nous commencer aussi. bon super, de commencer à partager la diffusion des données, effectivement. Donc très bon point que tu as soulevé, Damien. Effectivement, je me charge de l'accompagnement auprès de toutes les communes et intercommunalités, mais effectivement, les intercommunalités peuvent se placer en tant qu'animateurs intermédiaires, accompagnateurs, sur l'ouverture des données pour aider les communes à diffuser leurs données, évidemment, et faire des réunions entre communes d'intercommunalités auxquelles voilà, Voilà. je peux être présent, il n'y a pas de souci à ce C'est ça. niveau-là. Effectivement, il y a tout un panel de données qu'il faudra étudier. Et moi, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer les données qui sont les plus simples également à publier sur le portail. Vous avez, sans le savoir peut-être, une manne de données qui est énorme dans vos systèmes d'information en interne. Et vous avez un potentiel aussi de création de données grâce à des petites méthodes qui vous permettront de directement publier sur le portail des données qui sont notamment géographiques. Et grâce à, voilà, en partant de peu de choses, de peu d'indicateurs géographiques, par exemple, vous pouvez créer des jeux de données géographiques. Et Thierry est là aujourd'hui aussi pour nous montrer comment, à partir d'un formulaire très pratique qui s'appelle D-Line, vous pouvez saisir et publier vos données sur le portail Hérodata. Pour suivre, donc, je vous propose une petite présentation, peut-être qu'il y aura des questions justement après, petite présentation du portail pour vous montrer un petit peu en quoi consiste le portail Hérodata pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert et découvrir justement les opportunités qu'il y a derrière autour de la transmission des données. Alors, vous pouvez voir ici, donc, sur ce portail Hérodata, la page d'accueil qui vous permet de voir donc, plusieurs fonctionnalités. La première, donc, c'est un moteur de recherche en fait, qui vous permet directement de retrouver toutes les données présentes sur le portail. Donc, vous pouvez taper un mot-clé directement dans le portail et tomber voilà, sur tous les jeux de données concernés. Hein. Ça peut être voilà, musée, alors on a mis les exemples collège public, circuit cyclotouristique. Vous avez voilà, la possibilité de rechercher vos jeux de données par ce biais. Vous avez un onglet thématique. Donc là-dessus, voilà, ce sont les 8 thématiques qui ont été prévues par le conseil départemental pour regrouper un maximum de données. Alors, conformément à ce que je vous ai dit tout à l'heure, étant donné qu'on met à disposition un certain nombre de données des services du conseil départemental, hein, pour rappel, des entités nationales et régionales et des intercommunalités communes, ce ne sont pas seulement les compétences du département qui sont indiquées ici, dans cette partie thématique, mais bien un maximum de compétences pour que l'usager retrouve le plus facilement possible les données qui pourraient les intéresser et puisse croiser des données qui soient produites par le conseil départemental, par vos collectivités, par la région. Voilà. Tout un tas d'intérêts derrière ce regroupement de thématiques. Je vous propose de naviguer encore un peu en dessous. Donc, vous avez un bloc actualité qui vous permet de voir un observatoire lié à l'épidémie Covid. Donc, sur cet observatoire, vous pouvez, je m'en vais vous le montrer, vous pouvez avoir en temps réel des indicateurs qui sont liés donc dans l'actualité à cette épidémie qui nous concerne, mais découpés à la maille du département de l'Hérault. Donc sur cet observatoire, vous avez tout un tas d'indicateurs, le nombre de cas positifs, les tests effectués sur la journée, le nombre d'hospitalisations actuelles, le nombre de cas en réanimation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces indicateurs qui sont générés à partir de données Santé publique France, donc opérateur national, découpés à la maille héroltaise, ces données sont mises à jour, ces indicateurs sont mis à jour à chaque fois que la donnée remonte. Donc, vous voyez, par exemple, pour les données d'hospitalisation, les informations liées à l'hospitalisation, ça remonte tous les jours. Là, c'est directement les informations d'hier. À partir des indicateurs chiffrés que vous voyez tout en haut, cela alimente un graphique qui est en bas. Donc, vous voyez par exemple, cet indicateur-là, il est entouré de bleu foncé, donc ça correspond à la courbe qui est bleu foncé juste en dessous. Vous avez le nombre de cas positifs, donc qui est également en dessous. Vous pouvez avoir, grâce à ces graphiques, l'antériorité, dans le nombre de cas positifs par exemple, le nombre d'hospitalisations actuelles. Donc là, voilà, vous avez tout un tas de dates qui vous permet de voir l'évolution liée aux hospitalisations. Il en va de même pour la réanimation, les soins intensifs. Je me permets de passer rapidement, puisque étant donné, c'est intéressant sur le fond, ce type d'observatoire, mais c'est surtout intéressant pour vous montrer les fonctionnalités qui sont possibles grâce à ce portail.
Donc vous avez par exemple le taux d'occupation, le R0, le taux d'incidence, la contamination aux variants sur le territoire. Donc ça, c'est ce qui est possible grâce aux outils statistiques du portail. Et vous avez juste en dessous les données relatives aux vaccinations sur le territoire. Et donc ces données de vaccination, c'est important parce que c'est un outil permis par Open Data Soft qui est un outil cartographique. Donc à partir en fait de données avec des coordonnées GPS à l'intérieur, vous pouvez assez simplement avoir des infobulles avec une carte qui vous permet, alors voilà, on va cliquer sur une infobulle, qui vous permet d'avoir des informations. Donc là, par exemple, pour le centre de vaccination, vous avez le CHU de Montpellier, donc Antonin Balmès, avec tout un tas d'informations, donc l'adresse complète, le centre de vaccination présent, donc est-ce qu'il est accessible aux personnes en situation de handicap, le téléphone pour la réservation, le site internet. Donc là, par exemple, vous pouvez cliquer, ça vous emmènera sur un lien Doctolib. Donc vous voyez que c'est très pratique pour les personnes qui souhaitent avoir un créneau. On manque de chance, pas sur celui-là, mais pour les personnes qui souhaitent avoir un créneau, on peut cliquer sur un lien Doctolib et directement, vous voyez, réserver sur le site internet. Donc il y a un côté très pratique et ça permet d'avoir véritablement un service public dématérialisé à destination des usagers. Après, dans l'infobulle qui est ci-dessous, vous avez toutes les informations relatives à l'ouverture, aux horaires des lieux de vaccination. Donc avec la dernière date de mise à jour, la possibilité de faire une consultation de pré-vaccination, etc. Vous avez également donc des graphiques relatifs au nombre de doses, toujours des données publiées par Santé publique France, la répartition par vaccin, le nombre de résidents en EHPAD, répartition par classe d'âge. Voilà. Donc ça vous montre un petit peu, à partir de simplement des données qui remontent sur le portail, les capacités donc, de faire des graphiques, de faire des cartographies qui sont assurées par le portail. Alors, je continue sur les fonctionnalités mises à disposition par le portail Aerodata. Vous avez la fonctionnalité phare de ce portail, c'est une cartographie d'éligibilité à la fibre. Donc cette cartographie vous permet de voir directement le statut d'éligibilité des logements sur le territoire aéroté. Donc vous avez deux zones sur cette cartographie, réparties en 4 couleurs. Vous avez donc cette zone bleu clair, vert clair et vert foncé, qui est ce qu'on appelle la zone initiative publique, donc assurée, raccordée par le département et son délégataire de service public Aéro THD. Et vous avez la zone de ce qu'on appelle d'initiative privée, donc qui est, elle, raccordée par les opérateurs constructeurs privés, donc Orange et SFR. Et ce qui est intéressant sur cette carte, c'est que vous pouvez zoomer, notamment sur les zones, je vais expliquer les couleurs. La zone bleu clair, ça veut dire que ça n'est pas encore raccordé, mais que ça arrivera bientôt. La zone vert clair, c'est la zone qui a une légère montée en débit, et la zone vert foncé, c'est celle qui a une zone, qui est une zone en fait raccordée en très haut débit. Et si vous zoomez sur cette zone, vous allez pouvoir voir qu'il y a un certain nombre de points qui vont apparaître. Voilà, ça arrive. Et donc ces points sont répartis en 3 couleurs différentes, et rouge, pardon, jaune et vert. Donc sur ces points, en fait, vous pouvez cliquer sur les différents points. Ces points correspondent à des immeubles. Et donc ces immeubles, voilà, indiquent que ce logement est raccordable. Vous avez l'adresse qui est indiquée ici, les opérateurs commerciaux qui sont disponibles, que vous pouvez appeler pour avoir voilà, une offre relative à la fibre, et un identifiant immeuble qu'il est pratique de leur communiquer. Vous avez la dernière date de mise à jour qui est indiquée. Cette dernière date est importante puisque cette donnée est mise à jour tous les mois. Comme vous pouvez le voir, elle a été mise à jour le 6 mai 2021. Et donc, c'est un peu voilà, une originalité, une innovation Aeroltest, puisque, à notre connaissance, le département de l'Hérault est un peu le seul à fournir des cartes d'éligibilité, non seulement en open data, mais qui également publie des données à cette fréquence, à la fréquence mensuelle. Donc pour le point vert, c'est un point éligible, ça veut dire qu'il peut appeler un opérateur commercial pour être raccordé à la fibre. Pour les points jaunes, ça veut dire qu'il faut qu'il appelle un opérateur pour être raccordé à la demande, donc ça veut dire que les travaux, voilà, pour engager les extensions de travaux dans un délai de 6 mois. Et pour les points rouges, ça veut dire que les travaux sont en cours, il faudra encore un peu patienter avant d'avoir l'éligibilité au logement. Donc ça, voilà, c'est une cartographie qui est vraiment très pratique sur le territoire. Il y a un bon nombre d'usagers qui s'y connectent directement pour avoir des informations. Et c'est un très bon outil pour vous montrer que grâce aux données qu'on met en open data, d'ailleurs ces données donc, sont mises à disposition par le conseil départemental de l'Hérault sur la zone d'initiative publique, mais vous pouvez également avoir l'information sur la zone d'initiative privée. Donc il y a voilà, des discussions qui sont faites entre les deux opérateurs qui raccordent les deux zones.
Donc c'est important de voir qu'il y a tout un travail derrière cela, et grâce à l'open data, on permet d'avoir un service public dématérialisé directement pour les usagers. Voilà, je me permets de continuer sur ce portail. Juste en dessous, vous avez un mot du président donc, qui détaille un petit peu les intérêts pour le conseil départemental de publier, d'ouvrir les données à destination voilà, du grand public, d'aller vers une politique publique de l'open data. Et après, vous avez tout un tas de données, des indicateurs sur tout un tas de données qui sont mis à disposition. Vous pouvez voir les données qui sont les plus téléchargées sur le portail, en tête les collèges publics. Après, vous avez le déploiement du très haut débit. Je passe sur le reste. Vous avez les dernières données qui sont mises à jour. Alors, par exemple, d'ailleurs, petite dédicace à Montpellier, donc Jérémy, je crois, qui est ici, il y a des données relatives à la disponibilité des places dans les parkings publics et disponibilité des vélomags en temps réel donc, sur la métropole de Montpellier. Donc, ça, c'est un jeu de données qui est assez populaire et qui remonte directement du portail de Montpellier Méditerranée Métropole et qui permet de voir en temps réel, c'est-à-dire que la donnée est moissonnée toutes les 10 minutes, la disponibilité des parkings publics sur la métropole de Montpellier. Donc là, vous pouvez voir par exemple cette cartographie présentée ici, où plus le point est rouge, plus le parking est occupé, plus le point est vert, plus il y aura de place sur ce dit parking. Ça, c'est intéressant. J'en profite, étant donné qu'on a un exemple ici. Comment se présente un jeu de données finalement? Vous avez donc cet indicateur là, cet onglet pardon, qui s'appelle donc l'onglet tableau. En fait, c'est comme ça que se présente habituellement un jeu de données, qui vous permet de voir en fait tout un tas d'éléments, comme si c'était présenté sous un format Excel, hein, finalement, c'est-à-dire vous avez des lignes, des colonnes, bref, c'est un tableau. Et donc là, par exemple, ça relate les différents parkings avec le nombre de places et le pourcentage de places disponibles. Vous avez également des coordonnées GPS disposées ici. Grâce à ces informations, à ces éléments qui sont mis dans le jeu de données, vous pouvez avoir un onglet, ce qu'on appelle analyse, qui vous permet de voir, restons dans cet exemple des parkings publics, qui vous permet de voir, par exemple, voilà, vous voyez la disponibilité dans chaque parking. Donc là, la barre est verte, ça veut dire que c'est le nombre de places disponibles. La barre est rouge, c'est le nombre de places totales. Donc ça, voilà, exemple de jeu de données qui, en plus, c'est d'autant plus intéressant que le jeu de données se met à jour toutes les 10 minutes. Donc ça, c'est assez précieux. C'est assez intéressant pour les usagers. Et vous avez donc cette cartographie, toujours même fonctionnement, hein, je me permets de repasser dessus 2 minutes. Vous pouvez donc voir les informations qui sont finalement présentes dans le tableau directement dans une infobulle présente sur la carte. Donc là aussi pratique, je vous donne un exemple d'utilisation. Avant d'aller sur le territoire de la métropole de Montpellier, vous pouvez directement consulter l'infobulle et voir s'il reste des places dans le parking avant de vous y rendre. Petite précision sur les jeux de données, donc là, ça marche bien, on va dire, puisque c'est un jeu de données géographique. Le jeu de données, une fois qu'il est mis sur le portail en open data, il est converti tout court, dans d'autres formats. C'est-à-dire que là, par exemple, le jeu de données, bon, c'est un flux, mais imaginons qu'on ait mis ce jeu de données dans le format KML, par exemple. Il est converti dans tous les autres formats, ce qui est un avantage majeur pour que les usagers n'aient pas à vous demander la conversion directement du jeu de données. Il est converti automatiquement par le portail et leur sera proposé dans tous ces formats. Donc, voilà, intérêt majeur. Ensuite, dans la présentation d'un jeu de données, vous avez ce qu'on appelle l'onglet Information, qui correspond à ce qu'on appelle également les métadonnées ou metadata. Et donc, ces informations, en fait, c'est un bloc descriptif, hein, finalement, un encart qualitatif sur lequel vous pouvez mettre un maximum d'informations pour renseigner les usagers donc, sur la donnée en question, avec la possibilité également de mettre des liens pour en savoir plus, ce genre de choses. On aura l'occasion d'y revenir. Vous avez la thématique, donc il faut obligatoirement que le jeu de données rentre, entre guillemets, dans une thématique, du moins indiquer une thématique relative au jeu de données. Un maximum de mots-clés, donc là par exemple si j'avais tapé parking dans le moteur de recherche, j'aurais pu directement tomber sur ce jeu de données. La licence d'exploitation, je vous l'ai dit, voilà, on aura l'occasion d'y revenir dans un prochain atelier sur les licences de diffusion des jeux de données. Le producteur, donc Montpellier Méditerranée Métropole, et la référence du jeu de données. Donc, si on clique sur ce lien, on pourra directement accéder au portail Open Data de la métropole de Montpellier. Voilà pour la présentation d'un jeu de données. Je peux vous en montrer un autre, éventuellement, pour que vous compreniez bien comment ça peut marcher. On peut aller... tout à l'heure, je voyais que le jeu de données des collèges publics était populaire, donc on peut aller voir le jeu de données des collèges publics qui se situe ici. Vous savez quoi, je vais y accéder par une voie différente. Je vais aller dans la thématique éducation. Et dans cette thématique éducation,
on peut descendre un petit peu et tomber sur les collèges publics de l'Hérault. Une donnée assez populaire, pour parler du fond un petit peu de la donnée, donc produite par la direction de l'éducation au conseil départemental de l'Hérault, puisque au-delà simplement de renseigner la localisation des collèges publics, elle renseigne également un certain nombre d'informations sur le téléphone, le lien de l'établissement. Mais en plus de ça, il y a le nombre de classes, donc le nombre de classes par niveau, hein, le nombre de classes de 6e, de 5e, et les effectifs par classe. Donc ça, voilà des informations qui, sans doute, doivent séduire un certain nombre de parents d'élèves. Même principe, c'est-à-dire que là, vous avez un onglet tableau, vous avez un onglet cartographique sur lequel vous pouvez cliquer et avoir donc une infobulle cartographique qui vous renseigne sur les mêmes informations que vous trouverez dans l'onglet tableau. C'est très pratique. Un onglet analyse, donc qui vous permet de voir, vous voyez, là, par exemple, c'est le nombre de collèges par commune. Sur les départements, c'est intéressant, si jamais vous voulez consulter ce type d'informations. Et l'onglet export et information, voilà, qui vous renseigne sur les mêmes choses que tout à l'heure. Donc ça, voilà, des fonctionnalités qui sont assez intéressantes et pour vous présenter un petit peu comment on navigue dans un jeu de données à partir de Sportel. Je vous présente une autre fonctionnalité à partir de maintenant, qui s'appelle l'Observatoire de la population, qui vous intéressera très probablement dans le cadre de votre travail d'agent ou d'élu, puisque cet observatoire de la population, en fait, il vous permet directement de connaître un certain nombre d'éléments sur votre commune ou sur votre intercommunalité. Alors là, je vous fais la présentation très synthétique de ce portail, donc, qui est un certain nombre de données INSEE. D'ailleurs, pour ceux qui avaient été présents au dernier mardi de l'Open Data, il a été mis à jour depuis. Avant, c'était des données de 2012. Maintenant, là, on a les dernières données du recensement de 2017. Donc là, vous pouvez voir un certain nombre de données présentes ici, hein, les données relatives à la population, données démographiques, par tranche d'âge, naissance, décès, catégorie socio-professionnelle, population scolarisée selon l'âge, la population active, le lieu de travail et moyens de transport, les emplois totaux en 2017, les emplois salariés, le logement. Voilà, je me permets d'aller vite, hein, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me poser des questions ou à passer y faire un tour. Et le revenu des foyers fiscaux en 2018. Mais comme je vous le disais, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que vous pouvez taper le nom d'une commune ici, par exemple, taper le nom de Gignac, de la commune de Gignac, et avoir tout un tas d'informations qui reviennent, donc les mêmes éléments, mais recoupés à l'échelle de la commune de Gignac. Donc là, il y a un véritable travail de fait donc sur ce portail Eurodata pour permettre une meilleure lisibilité en fait sur des données qui sont parfois un peu dures d'accès, notamment les données INSEE. Voilà, faut savoir un petit peu naviguer dedans, recouper ce type de données. Ça paraît un peu compliqué, mais grâce voilà à cet observatoire, vous pouvez directement connaître assez simplement les indicateurs intéressants sur votre commune et intercommunalité. Donc ça vaut pour la commune, vous voyez, vous avez tapé le nom d'une commune et ça l'affiche, mais ça vaut aussi pour une EPCI, si on tape par exemple le nom de 7, ici, et ici, et là, tous les indicateurs, à nouveau, seront répartis sur l'intercommunauté de 7. Il en va de même si jamais vous voulez avoir des informations, au-delà simplement d'indicateurs démographiques, sur les établissements, pardon, sur les entreprises, en fait, les établissements actifs par activité. Là, donc, on est toujours sur un filtre sur l'intercommunalité de 7, et vous pouvez avoir donc la répartition en fait des entreprises par secteur d'activité, donc les activités immobilières, commerce, construction, voilà, tout un tas de secteurs. Et ce qui est le plus intéressant, c'est par exemple, vous pouvez directement avoir des cartographies par secteur d'activité. Là, par exemple, je choisis d'aller consulter les différentes exploitations, les différents établissements agricoles sur l'intercommunalité de 7. J'ai zoomé trop vite. Donc vous voyez, là, ça se présente en fait sous la forme d'une grosse bulle. Plus vous zoomez dessus, plus il va y avoir de petites bulles qui vont apparaître, qui définissent en fait qu'il y a, par exemple, sur cette grosse bulle, il y a 2 points. Donc, en fonction du zoom, vous allez voir qu'il y a plein de petits points qui vont apparaître, qui correspondent donc aux différentes exploitations, aux différents établissements. Et donc, quand le portail aura chargé, ça prend un peu de temps, vous pourrez voir directement tous les points. Donc là, si vous cliquez sur un point, même procédé que tout à l'heure, vous voyez directement les exploitations qui s'affichent ici, donc avec le nom de l'exploitation, la date de création, sans doute, de l'exploitation et le type d'exploitation. Sachant qu'en plus, vous avez le détail, juste en dessous, le détail statistique. Si jamais vous voulez voir voilà, quel type d'exploitation sur le territoire, vous pouvez voir qu'il y a la culture de la vigne, l'aquaculture en mer, la pêche, etc. etc. Donc, vous voyez tout un tas d'informations qui sont
très très utile et assez consulté. À ce propos, pour vous donner quelques chiffres, donc ce portail, il a été consulté plus de 20 000 fois en un an, ce qui est un bon score pour un portail institutionnel. Il met aujourd'hui à disposition plus de 195 jeux de données, dont 70, un gros 70 jeux de données du conseil départemental. Les collectivités, donc les communes et intercommunalités, commencent à publier sur le portail. Alors je salue la commune de Cessenon-sur-Orge, je crois qu'elle est présente aujourd'hui, puisque c'est la première collectivité à avoir publié sur le portail. Assez important de le souligner, puisque cette commune est inférieure au seuil de 3500 habitants et 50 agents. Donc c'est pour vous dire, voilà, n'hésitez pas à être proactif dans la publication de vos données. Pour publier vos données, à mon avis, voilà, ça représente des enjeux qui sont très importants pour votre commune, bien au-delà des contraintes légales. Voilà, je pense avoir fait un tour à peu près exhaustif du portail. J'aurai l'occasion de vous montrer d'autres fonctionnalités, mais je préfère vous montrer un petit peu comment, à partir de maintenant, vous pouvez publier assez simplement sur le portail, donc au travers de différents outils que je vais vous présenter ici. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les communiquer dans le chat et à prendre la parole. Alors, ne bougez pas, je reviens là où on en était. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment publier vos données à partir de maintenant, je vous présente un petit peu les alternatives, les opportunités que vous avez pour publier vos données. Donc, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est de publier ce qu'on va dire des données à plat. Donc, on va le voir avec l'outil d'aide de D-Line présenté par Thierry, qui va faciliter considérablement la saisie et la publication des données sur le portail Open Data. Donc, c'est tout ce qui va être ces données à plat relatives aux délibérations de subventions. Alors, marché public, si je ne dis pas de bêtises, Thierry, mais ça n'est pas dans D-Line, budget, etc. Toujours est-il que voilà, on appelle données à plat des données qui ne comportent pas en fait d'indicateurs géographiques. Et ces deux données, que toutes les communes ont, les délibérations, les attributions de subventions, le budget, chaque commune l'ont, mais n'ont pas forcément de structure préfabriquée pour aller les publier sur un portail Open Data. C'est pour ça qu'on vous met à disposition cet outil d'aide pour vous faciliter la publication directement sur le portail. Donc ça, c'est une partie des données que vous pouvez publier, assez simplement. L'autre partie, c'est tout ce qui est données géographiques. Donc, c'est la localisation des établissements publics, recevant du public, par exemple, les travaux sur votre commune, les défibrillateurs. Et donc, pour tous les intercommunalités, vous avez une bonne partie, surtout si vous avez un service SIG, vous avez une bonne partie de données qui sont dans votre système d'information. Donc, il ne faut pas hésiter à les diffuser, puisqu'elles sont déjà, entre guillemets, dans un format diffusable. Donc, vous pouvez les communiquer, tout en restant bien vigilant, effectivement, à ce que ça ne comporte pas de données sensibles. Ça, il ne faut pas hésiter même à faire des réunions, soit avec votre délégué à la protection des données, soit avec moi pour voilà, bien arbitrer, bien voir s'il y a des données personnelles. Et également, vous pouvez en fabriquer de manière assez simple, et ça va être l'objet d'un atelier aujourd'hui pour vous montrer qu'à partir d'un jeu de données sur Excel, en fait, d'un tableau Excel, tout simplement, avec 5 colonnes, vous pouvez faire un jeu de données géographique qui sera très pratique de communiquer à vos usagers. Donc ça, c'est les deux types de données qui sont possibles de communiquer sur le portail. Et je vous propose deux modes opératoires, deux scénarios. Le premier, c'est comme la commune de Cessenon-sur-Orbe, vous vous sentez autonome pour la publication sur le portail. Alors voilà, je vais vous montrer comment faire, ne vous inquiétez pas. Et vous souhaitez déposer directement vos données sur le portail. Il faut renseigner, donc du coup, il faut me demander, pardon, je reprends du début, il faut demander un accès à mon adresse data@hero.fr pour que vous puissiez avoir un accès direct au portail. Tout ça, bien entendu, une fois que vous avez signé la convention de partenariat, pour la diffusion de vos données sur le portail. Donc, vous pouvez déposer directement vos données, vous renseignez directement les métadonnées, donc les informations que je vous ai présentées tout à l'heure, le producteur de la donnée, la dernière date de mise à jour, les indicateurs qualitatifs qu'il peut y avoir dedans, le site internet, etc. Et vous publiez votre donnée directement. Donc, voilà, à partir du moment où une donnée est publiée, la responsabilité de la diffusion de cette donnée incombe au producteur. Donc, il faut bien rester vigilant avant de publier vos données, mais à partir du moment où vous avez renseigné votre nom de producteur, c'est votre responsabilité quant à la diffusion de la donnée. Sinon, autre scénario, vous pouvez envoyer vos données
à moi-même, animateur territorial des données, toujours à la même adresse, hein, data@aero.fr, en renseignant donc une fiche de métadonnées. Donc, je vais vous transmettre un document Word dans lequel il y aura tout un tas de cases à remplir pour que vous puissiez connaître toutes les informations à renseigner avant de publier une donnée, donc dans la pièce jointe de votre mail, afin qu'elle soit publiée sur le portail. Donc assez simplement. Voilà, bon, moi je vous encourage à le faire directement sur le portail, puisque c'est assez facile de prise en main, c'est assez ludique de publier sur le portail, il ne faut pas s'en faire. Mais si voilà, vous avez des soucis techniques, il ne faut vraiment pas hésiter à faire appel à moi, il n'y aura pas de soucis de ce point de vue-là. Ce que je vous propose directement, c'est de vous montrer un petit peu comment fonctionne le back-office du portail, comment vous pouvez publier assez simplement une donnée sur Aerodata. Et donc, je vous propose de le faire, notamment en vous montrant ça via le biais d'un jeu de données qu'on appelle un jeu de données géographique. C'est un petit exercice qu'on va faire, un mode d'emploi, qui consiste donc à créer ce jeu de données géographique en 4 étapes, finalement. La première, c'est de créer un document Excel, hein, assez simple. Je pense que voilà, tout le monde est assez rodé à cet exercice. Vous créez 5 colonnes, en fait. Vous nommez 5 colonnes, donc nom du dispositif, établissement. Alors, par exemple, je sais qu'il y a eu une demande, je crois les avoir vu passer sur l'intercommunalité des Monts-de-Lacaune pour avoir les défibrillateurs automatiques externes sur l'intercommunalité. C'est vrai que ça paraît important. Donc, ça peut être intéressant de créer un jeu de données pour renseigner directement les usagers sur les emplacements des défibrillateurs automatiques externes. Et donc, pour ça, en fait, il faut renseigner 5 colonnes sur ce tableur Excel. La première, c'est le nom du dispositif ou de l'établissement, voilà, si c'est un immeuble. L'adresse postale, donc sans code postal et sans commune dans l'adresse. Après, vous allez faire une colonne qui s'appelle code postal, une colonne qui s'appelle code INSEE. Donc, toutes ces informations, a priori, elles peuvent être trouvables assez facilement. Et le nom de la commune. Vous renseignez les éléments dans ce tableur Excel. Donc, chacune des colonnes, vous enregistrez le document et vous déposez le fichier Excel dans le portail. Vous renseignez les métadonnées, hein, absolument, parce que sinon, c'est un jeu de données qui ne sert à rien. Il est inexploitable s'il n'y a pas des métadonnées. Et vous pouvez publier votre jeu de données. Donc, je vais vous montrer ça avec un jeu de données exemple. J'en ai même pris 2. Un jeu de données exemple, donc, qui sont les cinémas et les bibliothèques. Alors, sur ce jeu de données des cinémas, c'est un exemple en soi, pour vous le dire très franchement, les cinémas sont déjà publiés à l'échelle du département, mais c'est juste un exemple pour vous montrer comment ça marche assez simplement sur le portail. Donc là, j'ai choisi de prendre les 2 cinémas qui existent sur l'intercommunalité du Grand Ordre. Donc il y en a 2. Le cinéma Jean-Claude Carrère à Bédarieux et l'Impérial à la Malou-les-Bains. Donc vous voyez, ces 5 colonnes qui existent. Donc le nom du cinéma, l'adresse postale, le code postal, le code INSEE et le nom de la commune. Et donc à partir de ces informations, en fait, je vais aller sur le portail Open Data. Donc il faut aller dans un onglet, quand vous aurez un compte qui s'appelle Back Office, tout en haut à gauche, qui va vous ouvrir en fait l'arrière-boutique du portail, donc l'endroit où on peut publier les jeux de données. Vous avez un bouton tout en haut à droite qui s'appelle Nouveau jeu de données. Donc il faut passer par là pour publier votre jeu de données. Une fois arrivé ici, vous avez donc une interface qui se présente à vous où on vous propose d'ajouter une source. Donc ce qui est le plus pratique généralement de faire, vous voyez, vous décalez un peu votre fenêtre et vous faites ce qu'on appelle un drag and drop. Donc vous sélectionnez votre fichier, vous maintenez le clic de la souris et vous le déposez ici. J'ai oublié une petite chose, il faut cliquer sur ajouter une source d'abord et hop. Ça ne peut pas marcher. Pardon, on va refaire. Voilà, là ça fonctionne. Donc là, vous voyez que le jeu de données, ça a bien marché. On retrouve les informations qui sont présentes ici. C'est simple. On rentre dans la partie qui est entre guillemets la plus technique, mais qui est en fait la plus simple. Il va falloir faire ce qu'on appelle ajouter un processeur. Donc pour que vous compreniez bien à quoi ça sert, c'est-à-dire que là, il y a plein d'informations qui sont présentes sur le portail, mais il faut dire au portail, OK, je veux qu'avec les informations que tu as dans le document Excel, dans le jeu de données, tu me crées des points GPS. Et ces points GPS, ils vont pouvoir générer une carte. Et donc, cette carte, elle sera par exemple pratique à transmettre à vos usagers. Je vous donne un exemple, en fait, avec ce jeu de données des cinémas, vous pouvez par exemple, que ce soit le cinéma, défibrillateur automatique externe, restaurant, bibliothèque, etc. Vous pouvez prendre cette cartographie et la mettre directement sur votre site internet. Ça aura un côté très pratique qu'elle sera interactive et donc que les usagers, voilà, ils pourront naviguer assez simplement dans la carte.
Donc, je reprends là où j'en étais. Vous pouvez ajouter un processeur, et ce processeur, il s'appelle géocodé avec la BAN, donc pour base adresse nationale. Encore une fois, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra y revenir, il n'y a pas de souci. Il vous ouvre un formulaire juste à gauche avec adresse, code postal, code INSEE, ville. Donc vous comprenez que ça correspond aux informations que je viens de d'énoncer. Hein. Donc vous renseignez à chaque fois la colonne, adresse postale, le code postal, code INSEE, ville, nom de la commune. Vous créez un champ de sortie, donc là qui s'appelle GPS, en fait finalement. Et là vous voyez que ça vous a généré des coordonnées qui sont ici présentes. On enregistre. On n'oublie pas d'inscrire les métadonnées. C'est dans l'onglet qui s'appelle Information ici. Hein, on n'oublie pas de les inscrire. Donc, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, et je vous montrerai dans un instant la fiche pour pouvoir donc remplir ces différentes informations si vous choisissez de m'envoyer le jeu de données. Là, je vais choisir de ne pas publier directement le jeu de données au grand public sur le portail. C'est une démonstration. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un accès limité, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui peux le voir, c'est pour faire une démo, en fait, si vous voulez. Et là, donc, le jeu de données est publié. Vous voyez que publier n'est plus en vert. Vous faites explorer pour voir le résultat de votre travail. Là, vous avez le jeu de données qui est présent ici, donc les informations Excel que vous avez vues tout à l'heure. Et si vous cliquez sur la carte, vous voyez que vos 2 points apparaissent. Si on dézoome, vous voyez que sur la carte, donc ça correspond à Bédarieux, la Malou-les-Bains. Et donc, si vous cliquez sur le point qui est ici, vous voyez toutes les informations que je viens de vous indiquer. Je le précise, c'était indiqué dans la slide, mais si vous voulez rajouter des colonnes, vous pouvez, bien entendu. Hein, si jamais il y a d'autres informations, comme par exemple le cinéma, les horaires, le numéro de téléphone, le site internet, c'est totalement possible. Hein, pour voilà, défibrillateur, bibliothèque, ce genre de choses également. Donc, bon, voilà, je pense que le principe doit être compris. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas encore. Je vous propose, je vois que l'heure tourne, je vous propose de vous montrer un petit peu par rapport à la fiche de métadonnées qu'il faudra transmettre si jamais vous choisissez de m'envoyer les jeux de données. Vous pouvez le faire, hein, pour rappel, soit dans cet encart directement dans l'arrière-boutique du portail, soit en me renvoyant un document Word que je vais vous transmettre. Et donc ce document Word, c'est celui-ci, qui s'appelle fiche métadonnées. Donc, fiche métadonnées, en fait, ça correspond véritablement à tous les encarts que je vous ai montrés dans l'onglet Information du portail. Avec quelques petits suppléments, nécessairement pour que je sache à qui je dois m'adresser si jamais j'ai une question sur le jeu de données. Donc, il me faut le nom de l'agent référent, le mail de l'agent référent, le téléphone, bon, voilà, le type de collectivité productrice de la donnée, donc EPCI ou commune, le nom de la collectivité, hein, indiqué, surtout très important de le faire dans le bon orthographe, entre guillemets, pour que ça corresponde bien. Si on fait un filtre sur la collectivité en question, que ça ne nous en génère pas 2, si voilà, il y a un problème d'accent, etc., donc faites-le dans le bon orthographe. La description du jeu de données. Donc, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est ce qu'il contient pour faciliter la compréhension des usagers sur la composition du jeu de données qu'il produit, ce qui est intéressant, s'il y a de la codification dedans, s'il y a des codes, ce genre de choses, c'est pratique de les indiquer dans cet encart information. Donc voilà, information pratique pour une compréhension facilitée. Un lien vers un site internet, hein, n'hésitez pas si jamais ça vous paraît intéressant de publier sur Portail pour en savoir plus. Une sélection parmi les thématiques, alors c'est primordial, obligatoire, que vous choisissiez parmi les thématiques existantes du portail. Et du coup, l'idée c'est voilà, que vous cochez une case. Alors rassurez-vous, vous pouvez en cocher plusieurs. Si jamais vous en cochez plusieurs, merci de m'indiquer quelle est la première thématique, ou du moins la thématique phare, pour que voilà, vous ayez la petite iconographie. Vous avez vu tout à l'heure quand je suis allé voir les collèges, il y avait un petit livre devant. Et donc c'est ça qui définit en fait l'ordre des thématiques, c'est ça qui définit la petite icône. Le nombre de mots-clés, enfin le mot-clé, c'est important d'en mettre un maximum, puisque comme ça, grâce aux mots-clés, les usagers peuvent retrouver assez facilement leurs données sur le portail. La licence de diffusion, donc licence ouverte ou Open Database License. Il y en a d'autres, hein, à ma connaissance, mais ça, c'est, on va dire, les 2 licences à ma connaissance qui sont les plus utilisées en France.
Et pareil, alors si voilà, vous posez des questions sur ces licences, on fera un atelier plus approfondi pour vous expliquer en quoi ça consiste, les licences de diffusion. Et la dernière date de mise à jour des données, très important, très très important, puisque c'est ça que doivent renseigner les usagers qui vont réutiliser votre donnée. Voilà, si par exemple, je vous donne un exemple au doigt mouillé, mais si il y a une personne qui renseigne une information dans son mémoire relative au jeu de données que vous avez publié, dans son mémoire académique par exemple, il doit dire je me suis renseigné grâce au jeu de données nanana, produit par la commune de un tel à telle date. Donc c'est important d'indiquer une date. Voilà. Ça, pour vous présenter donc la fiche de métadonnées, vous voyez, c'est assez sommaire, assez rudimentaire. Hein, c'est vraiment les informations qui sont non seulement obligatoires, mais qui facilitent la compréhension par les usagers. Je me rends compte que j'ai oublié un tout petit truc sur mon exemple précédent pour vous expliquer. Donc, pour les cinémas, je vous disais, voilà, vous pouvez le publier directement sur votre site internet. Donc, je reviens rapidement dessus. Si jamais, voilà, ça vous intéresse, je ne sais pas si l'intercommunalité du Grand Orbe est présente aujourd'hui, mais si ça vous intéresse de publier directement ce lien sur votre site internet pour indiquer, voilà, les cinémas sont rouverts là depuis une semaine, n'hésitez pas à aller voilà, dans les salles sombres. Vous pouvez cliquer donc, sur un petit encart en dessous, vous voyez, on est bien dans l'onglet carte, hein. En dessous il y a un encart qui s'appelle intégrer. Et donc sur cet encart intégré, il y a ce qu'on appelle un lien iframe. Donc qui vous permet, en fait, si vous le copiez et collez dans le code de votre site internet, je sais qu'il y a beaucoup d'agents qui nous regardent, qui sont aussi responsables du site internet de leur commune ou de leur intercommunalité. Si vous copiez ce code dans votre site internet, ça va vous permettre de générer directement une carte qui sera cliquable et, surtout, mise à jour dès que vous la mettez à jour sur le portail Open Data. Donc dès qu'elle est à jour sur le portail Open Data, elle sera également à jour sur votre site internet. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante. Je précise que vous pouvez faire ça pour la partie cartographique, mais également pour la partie analytique. Donc il y a ces deux intérêts qui sont assez majeurs. Pareil, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions sur les fonctionnalités, on peut y revenir ensemble. Du reste, je vois qu'il y a un certain nombre d'agents agents des territoires que j'ai déjà rencontrés, avec qui j'ai déjà fait des présentations personnalisées. Donc je me permets de le dire, si jamais vous avez besoin de compléments d'informations par rapport à l'animation d'aujourd'hui, je reste à votre disposition et on pourra continuer là-dessus. Voilà, donc pour vous présenter un petit peu en un atelier pratique, donc n'hésitez pas chez vous sur votre ordinateur à faire ce même type de jeu de données à partir de simplement ces quelques informations, hein, et ça vous permet en quelques clics finalement d'avoir une donnée qui renseigne au mieux vos usagers sur les dispositifs, les équipements, les établissements qui sont mis en place dans votre territoire. Thierry, je te propose de te passer la main, sauf s'il y a des questions d'ailleurs sur la présentation qui vient d'être faite. Mais sinon, je te laisse la main et j'en arrête le partage d'écran du reste. Donc, comme je vous le disais, je suis Thierry Martin, je suis en charge du projet Open Data au sein du conseil départemental de la Haute-Garonne depuis 2017. Et j'ai entrepris en 2017 de construire, avec l'aide et la coopération de collectivités pilotes du territoire, une offre de service qui vise à faciliter et à favoriser l'ouverture des données dans les collectivités de petite et taille moyenne. Ce à travers un ensemble de dispositions, mais dont la principale d'entre elles consiste à mettre à disposition justement cette plateforme D-Line. Alors pourquoi, pour qui D-Line? D-Line, c'est un outil qui aide les petites collectivités qui sont peu, voire pas outillées en outils informatiques, ou qui ont des outils informatiques qui ne permettent pas en l'état de produire une donnée de qualité en open data, et on le verra tout à l'heure aussi, une donnée interopérable. Je vous expliquerai un petit peu ce que c'est. Ça permet également d'aider les collectivités à produire de la donnée de façon pratiquement immédiate. Voilà. C'est une plateforme qui nécessite 1 heure d'accompagnement et qui permet durablement aux utilisateurs de venir utiliser cette plateforme pour un jour s'engager dans l'ouverture des notes de délibération, le lendemain de subvention, les prénoms, très prochainement les menus de cantine, et également, Victor, très prochainement aussi les données à caractère d'information géographique, puisque la prochaine version de D-Line qui sortira là d'ici quelques semaines intégrera donc un module cartographique qui permet de collecter aussi des points géolocalisables. Voilà, donc tout ça autour d'un contexte qui est qu'en France, 95 des petites collectivités ne font pas encore d'open data.
et que lorsqu'elles font de l'open data, la réutilisabilité, donc le potentiel de réutilisation des données qui sont ouvertes reste faible du fait de lacunes en matière de ce qu'on appelle la qualité et l'interopérabilité des données. Donc, je vous en parle rapidement, mais c'est important parce que si on n'est pas sensibilisé à la qualité et à l'interopérabilité, on ne voit pas trop l'intérêt de l'outil D-Line. La qualité, c'est plusieurs aspects. Hein, c'est que les données, déjà, elles contiennent l'ensemble des informations entendues et que les valeurs qui sont dans les différents champs que vous a présenté tout à l'heure Victor, les valeurs sont les bonnes. Que les données sont mises à jour régulièrement, qu'il y a bien toutes les données, qu'il n'y a pas des doublons, etc., etc. Donc une notion de qualité, de façon très, très succincte, et une notion d'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est quoi? C'est faire en sorte que si 10 collectivités sur un territoire ouvrent un jeu de données, que ces données puissent être à un moment donné consolidées pour être interrogées à travers, par exemple, un service numérique innovant. Je m'entends, par exemple, si chaque collectivité ouvre ses données de menu de cantine sans suivre un certain nombre de spécifications, des colonnes avec des champs bien particuliers, dans le bon ordre, avec des bonnes valeurs, etc., ces collectivités vont ouvrir leur jeu de données, mais les données ne seront pas agrégeables. Et à partir de là, aucun service ne pourra venir s'alimenter de ces données pour proposer aux usagers des services unifiés, comme par exemple connaître à travers un seul et même outil quels sont les menus de cantine sur telle commune, au collège, au lycée, à la maternelle, à la crèche, etc. Donc l'interopérabilité, c'est s'organiser pour faire en sorte que les collectivités ouvrent des données dans des structurations identiques. D-Line, aujourd'hui, c'est quoi? C'est 21 collectivités, la majorité en Haute-Garonne, mais également en Touraine, dans le Pays Basque et dans la Vienne. À l'occasion, donc, ces collectivités ont rejoint le dispositif Haut-Garonnais à l'occasion d'une expérimentation qui a été menée par Open Data France autour de la plateforme D-Line. Et le compte-rendu de cette expérimentation, vous le retrouverez sur Internet, hein, a eu lieu il y a peu de temps, il y a moins d'un mois, avec comme conclusion que l'épiphénomène, enfin ce qu'on pouvait imaginer ou croire comme étant un épiphénomène au Garonnais quant à la facilité offerte par D-Line pour accompagner les collectivités à offrir des données, ben cet épiphénomène, il n'en est pas, hein, puisque les autres collectivités ailleurs en France ont vécu l'utilisation de la plateforme D-Line de façon à peu près similaire. Donc D-Line, comme je vous le disais, répond à une problématique. Dès lors qu'on s'attache à vouloir animer une ouverture de données sur un territoire, on est confronté à une particularité qui est que chaque collectivité est unique, voilà, et est organisée suivant des modalités bien particulières. Dans cette organisation, si on parle ne serait-ce que des outillages, on a des logiciels métiers, dans nos territoires très peu. Hein. Très peu de fonctions sont vraiment dotées d'outils de gestion de métier, mais je sais que c'est très variable d'un territoire à l'autre. Et ces logiciels métiers, de toute façon, ils ne permettent pas encore, c'est presque, c'est presque une généralité, hein, de publier les données qu'ils contiennent directement sur un portail Open Data, de façon automatisée et encore moins de façon normalisée. Les pratiques les plus courantes dans les collectivités, c'est l'utilisation d'outils bureautiques pour collecter de l'information. À ceci près qu'il y a deux types d'utilisation. Il y a une utilisation, on va dire, professionnelle. Voilà. Les gens maîtrisent les outils bureautiques, ils structurent leurs données de telle sorte que pour passer ces données sur un portail Open Data, il y a du travail, mais globalement, ce n'est pas un frein, on peut y arriver. Et puis, il y a aussi, et ça peut quelquefois être la majorité des cas, l'utilisation d'outils bureautiques, mais de façon non professionnelle, en tout cas de telle sorte que les données, les informations et l'utilisation des outils ne permet pas de réutiliser les données pour alimenter un portail Open Data. Et également, on a encore des process qui ne sont pas du tout informatisés. Voilà, donc vous imaginez que là, ici, on peut avoir un logiciel de gestion des subventions, mais pas de délibération. On peut avoir un agent qui travaille dans un service avec un outil bureautique, et puis dans un autre service, encore avec un autre fichier Excel, parce que l'activité est cloisonnée, elle n'est pas centralisée. Enfin, vous imaginez à l'échelle de toutes les collectivités d'un territoire, toute l'hétérogénéité des organisations, des pratiques, des métiers, que nous avons pu nous identifier pendant notre phase d'expérimentation et qui nous a conduit à dire qu'en l'état, sauf à accompagner individuellement et durablement chaque agent dans chaque collectivité dans une démarche d'open data, on aurait de grandes difficultés
à pouvoir collecter une information de qualité encore plus standardisée et qu'elle soit publiée de façon continue, de façon simple. Voilà, donc vraiment des blocages structurels à l'ouverture d'une donnée durable sur nos territoires. Donc, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, une alerte dans tout ça, c'est que même si on arrive à faire un peu d'ouverture de données, il y a quand même le piège qui est que les données publiées peuvent souffrir d'une problématique d'interopérabilité et de qualité, et donc de réutilisation. Donc, et le retour sur investissement dans ce cas est très faible pour les collectivités au regard de l'énergie et du temps qu'il faut passer à publier ces données. Donc, D-Line, c'est quoi? D-Line, c'est une plateforme web. C'est un concept initialement qui vise à passer tous les feux au vert ou presque. Il vient compenser, il vient compléter les organisations et les outils existants dans les collectivités. Il vient se substituer quelquefois aux outils existants pour permettre à la fois aux utilisateurs qui n'ont pas d'outils ou des outils très peu évolués de changer, d'utiliser des formulaires assistés qui permettent de produire facilement une donnée, de collecter facilement une donnée, qui permettent aussi de récupérer par import des données qui sont produites via des fichiers Excel, cette fois-ci un peu plus structurés, de qualité, et qui peuvent également venir compenser l'absence d'interface disponible dans les logiciels métiers pour pouvoir exploiter les données qu'elles contiennent afin de les publier sur un portail open data. Donc, D-Line, c'est une plateforme. Au départ, c'était un concept. On s'est dit, il y a plein de freins à l'ouverture des données. Si on en soulève un ou deux, c'est bien, mais ça ne suffira pas. Il en restera toujours suffisamment pour que ça ne marche pas. Comment un outil peut vraiment structurellement aider les collectivités à produire toutes ces données? J'ai oublié de vous dire, il y a un contexte aussi qui est la variabilité des agents qui vont, qui viennent, qui changent de pratique, qui changent d'usage. Enfin, voilà, le quotidien d'une collectivité qui rend l'approche complexe si on ne l'aperçoit pas de façon durable. Voilà, donc D-Line va vous permettre de collecter de l'information sous différentes modalités, va s'assurer pour vous et va vous accompagner à faire en sorte que totalement naturellement, les données que vous allez collecter, elles vont être de qualité. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de la qualité, c'est D-Line qui vous accompagne. Vous allez partager ces informations au sein même de vos organisations, ce qui est difficile aujourd'hui dès lors qu'on partage des fichiers bureautiques sur des serveurs de fichiers. C'est D-Line qui va s'occuper de tout ce qui est en standardisation. Donc, si vous n'êtes pas averti sur la standardisation, ce n'est pas la peine de faire une formation, puisque de toute façon, c'est D-Line qui va s'occuper de la standardisation pour vous. Et c'est l'automatisation des données, c'est l'automatisation de la publication des données sur un portail open data. Voilà, nous, nos collectivités, hormis nos EPCI, ne voient pas le portail open data départemental. C'est D-Line qui leur permet de publier et dépublier de façon totalement autonome les données qu'ils produisent. Autre particularité de D-Line, avant de passer à la démonstration, ici vous avez plusieurs collectivités d'un territoire, plusieurs acteurs œuvrent à la publication d'un certain nombre de jeux de données qui sont en évolution, mais qui partent du principe que nous, on intègre dans notre plateforme des jeux de données qui font l'objet d'un standard national. Voilà. Ces collectivités peuvent être accompagnées par ce qu'on appelle des ATD. Le département de l'Hérault est un ATD. Voilà, il est en mesure d'accompagner un certain nombre de collectivités de son territoire. Mais la plateforme D-Line embarque un potentiel et une capacité d'hébergement de données de plusieurs collectivités accompagnées par différents opérateurs. Voilà, c'est le concept d'une plateforme collaborative, enfin de coopération territoriale. Et aujourd'hui, donc, cette plateforme, elle est publiée et propulsée par Open Data France, qui met cette plateforme à la disposition de l'ensemble des collectivités membres de l'association. Voilà, on va pouvoir passer à la partie démonstration. Vous pourrez à tout moment retourner voir ce portail de démonstration à partir d'une adresse que je vous communiquerai. Les identifiants sont publics. Voilà, donc c'est une plateforme web accessible à partir d'un simple navigateur. Vous voyez ici l'ensemble des formulaires auxquels l'utilisateur accède via des habilitations qui sont totalement paramétrables. Je vais vous faire une démonstration en temps réel de cet aspect paramétrable. Voilà. Oui, donc la partie fonctionnelle prénom a disparu. Donc chaque utilisateur de la collectivité accède au masque en consultation, saisie, validation, publication, dépublication avec des droits particuliers suivant les habilitations qui lui sont octroyées. Donc on peut imaginer que tous les agents de la collectivité accèdent au portail, ne serait-ce que pouvoir consulter et accéder de façon transverse à l'information qui est publiée par leurs collègues. Donc le principe des masques, pour collecter une donnée, vous avez trois possibilités.
On va partir des délibérations. Soit vous accédez à des masques qui sont entièrement paramétrables. Tout à l'heure, de la même façon, je vous ferai une démonstration. Ces intitulés, ces valeurs par défaut, vous voyez, par exemple, là, il y a 35 votants, on ne sait pas d'où ça vient. C'est un paramétrage qui est propre à la collectivité qui utilise le portail à un instant donné. Vous avez des listes d'aide qui évitent d'avoir à taper des informations. Alors, quand on, ici, par exemple, on a la nomenclature acte, hein, mais quand vous êtes sur le masque des subventions, d'avoir accès directement à la base SIRET, c'est quand même un gros avantage plutôt que faire des erreurs à taper des numéros de SIRET erronés. Vous avez également la possibilité, donc là je vais faire une saisie totalement normale, hein, une saisie de délibération, vous y mettez un identifiant, la date du vote, l'objet de la délibération, ma délibération. Vous avez possibilité, et encore une fois, toutes ces informations ne sont pas toutes obligatoires, hein, c'est vous qui choisissez quelles informations vous voulez implémenter, quel niveau de complétude des données vous voulez associer à votre collecte de données, moyennant quand même un minima, qui sont les données obligatoires attendues au niveau national. Ce n'est pas le cas pour la partie votant. Donc là, on va dire qu'on avait 34 participants, on avait possibilité également de joindre directement le fichier de la délibération. Donc ça peut être pratique quand les collectivités petites et moyennes n'ont pas le moyen de pouvoir publier ou centraliser leur délibération. Donc D-Line offre cette possibilité. Alors là, je vais prendre n'importe quoi naturellement, dès lors que ce soit un fichier PDF. Donc là, tu rajoutes un fichier au hasard, c'est ça? Ouais, j'ai rajouté un fichier au hasard. Hein. C'est un fichier PDF. Là, voilà. C'est pour la démonstration, donc tu iras rajouter un fichier au hasard à la fin. C'est ça. La délibération. Et ensuite, une fois que vous avez donc collecté votre donnée, vous avez plusieurs options qui se présentent à vous suivant les habilitations qui sont les vôtres. Soit vous sauvegardez votre saisie en brouillon, soit vous soumettez votre formulaire à la validation d'un supérieur responsable hiérarchique ou de vous-même, si vous êtes habilité à le faire, ou directement, vous pouvez dire, moi c'est bon, ma saisie elle est bonne là, en tout cas j'ai eu aucun contrôle d'erreur, j'ai aucune alerte, donc je peux directement soumettre à validation pour publication mon enregistrement. Et le formulaire se réinitialise et vous permet de poursuivre à la queue leu les différentes collectes de données. Deuxième façon de saisir et de collecter une donnée, c'est justement par l'intermédiaire de cette grille. Vous reconnaîtrez donc dans cette grille les différents champs qui composent le masque que j'ai utilisé, la possibilité de voir les enregistrements que moi j'ai créés dans ma collectivité, indépendamment de ceux qui auraient pu être créés par d'autres acteurs et collègues qui ont accès à cette fonctionnalité. Et je vois ici, justement, je vous le disais tout à l'heure, les publications qui sont encore en brouillon, donc qui ne sont pas publiées, celles qui sont en attente de validation, celles qui sont validées et en attente de publication, et celles qui ont déjà été publiées. Donc ces 14 valeurs sont actuellement publiées sur le portail Open Data. Et suivant les habilitations qui sont les vôtres, vous pouvez, sans même aller sur le portail Open Data départemental, dépublier votre donnée, ce qui génère des alertes par mail. Vous voyez, votre enregistrement est là. Ce mail, c'est des notifications. Chaque acteur dans la collectivité peut s'abonner à des notifications mail dès lors qu'il y a des actions dans le circuit de workflow sur chacun des masques. Donc là, j'ai dû, à un moment donné, je verrai tout à l'heure, je vous montrerai plus tard, j'ai dû m'abonner à des... Voilà, je me suis abonné. Je vois ici les alertes. Voilà, ma délibération est en attente de publication. Donc c'est un mail que toute personne qui s'est abonnée sur ce masque reçoit. J'ai également une alerte dès lors que j'ai validé ma publication et un mail qui me dit que j'ai fait une demande de retrait de publication. Voilà. Ici, ce masque, vous pouvez également saisir directement à travers ce masque en mode tableau. Donc ça ressemble un petit peu à Excel. Vous y retrouvez les mêmes fonctionnalités que celles présentées tout à l'heure, naturellement. Alors Thierry, il y a des petites questions dans le chat en même temps, Oui. pour que ça soit bien clair. Donc, il y a Nadia Racheli qui demande, en pratique, c'est D-Line ou Aerodata pour les communes EPCI du 34 ou Aerodata et D-Line? Alors,
Ce qu'on veut faire à partir d'aujourd'hui, c'est justement que D-Line soit un outil de facilitation pour diffuser les données sur Aerodata. D-Line n'est pas un outil sur lequel on va consulter, les usagers vont consulter les données. C'est un outil qui simplifie la saisie pour les agents pour qu'à la fin, ils se retrouvent sur Aerodata. Et donc, c'est déjà le cas, par exemple, en Haute-Garonne. C'est ce qu'explique Thierry, c'est que grâce à D-Line, les données sont enseignées, sont saisies, et elles partent sur le portail Open Data de la Haute-Garonne. Donc, ce n'est pas un outil de consultation, c'est juste un outil de saisie, et un très bon outil de saisie. Il y a une question de M. Moustapha Chila, j'espère que je m'en bien, je m'excuse si j'écorche le nom, qui demande bonjour, il s'agit d'une offre commerciale? Non, c'est une offre complètement gratuite. Donc, que ce soit l'accès au portail Aerodata pour la diffusion de vos données, ou que ce soit l'accès à D-Line pour la saisie, la transmission et donc la diffusion des données sur Aerodata, tout ça est complètement gratuit. Donc, en tant que, voilà, comme l'a souligné Thierry, le département de l'Hérault, comme le département de la Haute-Garonne, est animateur territorial des données et donc vous permet, grâce à ce mandat et grâce à la politique très proactive du conseil départemental, de diffuser vos données complètement gratuitement sur le portail Aerodata, sans condition de seuil d'habitants. C'est complètement gratuit, sans aucun frais. Donc, ce masque-là, il permet également de faire de l'import de données. Donc ça, je vous ai présenté deux modes de collecte, hein, le mode de collecte formulaire et le mode de collecte en tableau. Vous pouvez également importer directement des données, soit en allant chercher un fichier. Voilà, donc c'est pas ce que j'ai retenu comme solution, c'est plutôt ça se passe. Voilà, vous pouvez également, là j'ai mes délibérations, je les sélectionne. Ça, c'est issu par exemple d'un fichier Excel, le fameux Excel qui est assez professionnel, ou de l'application de gestion qui a tout sauf le bouton générer du flux Open Data. Les utilisateurs font un simple copier-coller. Ils lancent l'import. Bien sûr, il y a un contrôle de cohérence. Tiens, voilà, par exemple, il y a un petit contrôle de cohérence qui a éjecté un des enregistrements. Je pourrais voir le journal d'erreur, mais ça a peu d'importance. Je retourne et donc je vois ici les différents enregistrements qui ont été importés par l'outil. Je peux directement les sélectionner. J'en sélectionne qu'une partie. Voilà. Et je peux directement dire que je les valide. Voilà. Ces informations sont validées. Je vais même aller jusqu'au bout de la démarche en faisant en sorte qu'elles soient publiées. Valider la sélection. Pardon, elles sont là. En attente de validation, voilà les 27. Je sélectionne mes 27 enregistrements. Valider la sélection. Voilà, je suis OK. Elles sont bonnes. Tous les enregistrements sont validés. Et donc là, si tu actualises, j'actualise le fichier le lien que je t'ai donné là a été actualisé et contient les enregistrements que je viens de valider. Cette grille, vous pouvez faire des recherches naturellement. Donc avec un champ contextuel. L'idée, c'est vraiment que ce soit un outil qui vous permette facilement de retrouver les informations que vous avez enregistrées dedans, naturellement. Vous pouvez également afficher un panneau de recherche qui vous permet de faire de la recherche multicritère. Donc, l'idée, c'est de vous donner accès facilement à l'ensemble des données que vous avez enregistrées. Vous pouvez à tout moment également faire des exports Excel de toutes vos données. Voilà. Si vous souhaitez les utiliser à d'autres fins, comme du publipostage ou autre, alors, je vais fermer celui-là, je pense, ne pas enregistrer, exporter. Voilà, donc toutes vos données, elles sont accessibles à tout moment par des fonctions d'export. Vous pouvez également mémoriser vos recherches, les sauvegarder et les rejouer par la suite. Vous pouvez déplacer les différentes colonnes de votre tableau, donc des fonctionnalités somme toute totalement normales et classiques sur ce genre d'outils. Voilà. Alors au moment où je veux le faire, ça ne va pas le faire. Vous pouvez Est-ce que tu veux, en attendant que je montre ce que ça donne sur Aerodata, voilà. Résultat. Voilà, donc je vais te laisser la main pour que vous puissiez voir que rien qu'en cliquant sur ces boutons-là, sans quitter l'application, le portail Open Data a été mis à jour. Donc j'arrête le partage. Super. Et de l'autre côté, donc grâce au lien que m'a transmis Thierry, mais il a besoin uniquement de me le transmettre une fois.
Et à partir de là, moi, je vais programmer ce qu'on appelle un moissonneur sur Aerodata. Donc, c'est un planificateur, en fait, si vous voulez. C'est une manière pour moi de demander au portail d'aller chercher la ressource et de lui dire tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, tous les mois, tu vas me chercher la ressource et si jamais il y a des mises à jour sur D-Line, tu les affiches sur Aerodata. Donc là, c'est par exemple le cas. Je vous affiche les informations qui ont été renseignées par Thierry. Vous voyez, donc le jeu de données renseigné est complet. Il y a toutes les informations indiquées par Thierry qui sont indiquées ici. Donc là, vous voyez, c'est un environnement de test. Toutes les informations sont faites à titre fictif, mais ça peut complètement être un moyen facilitateur pour votre commune, votre PCI, de saisir directement les éléments du jeu de données au fur et à mesure via ce masque formulaire que vous venez de voir. Donc c'est effectivement grâce à la politique du CD34 que cette convention est gratuite, mais avant tout également aussi par la politique proactive du Conseil régional, donc qui nous donne ce portail Open Data, Aerodata, et qui donc gratuitement et qui nous permet également, qui nous autorise également à être animateur auprès des communes et intercommunalités. Donc c'est une cohérence de politique publique territoriale, donc régionale aussi, qui nous permet d'assurer cet accompagnement. Et on remercie encore la région de nous donner un portail qui nous permet de faire un accompagnement comme celui-ci. Voilà, Thierry, est-ce que tu veux reprendre la main pour remontrer quelque chose? Alors, pour terminer, peut-être. Voilà, merci Victor. Voilà, donc vous avez le principe des colonnes qui se déplacent, le principe des tris sur les colonnes, naturellement, le principe des recherches, voilà. Je vous ai, je crois, présenté les fonctionnalités que... Alors, l'intérêt aussi, c'est que vous avez les mêmes fonctionnalités et les mêmes environnements, quel que soit le masque que vous allez utiliser. Ce qui fait qu'en termes de formation, quand on est formé à un outil, à un des masques, on n'a pas besoin d'avoir de nouvelles formations, hormis une explication sur le fonctionnement du nouveau masque, mais c'est tout. On n'a pas de formation sur l'outil au-delà de la première heure, de la seule et unique heure de formation initiale dont j'ai pu vous parler. Voilà, et donc ce dispositif, il embarque et il va embarquer là dans les semaines, les mois et les années qui viennent de plus en plus de masques. Quand vous les utilisez, si vous les utilisez, voilà, vous êtes en mesure d'être guidé, accompagné. Vous savez que vous produisez une donnée de qualité, vous savez que cette donnée elle est interopérable à l'échelle de plusieurs collectivités, et vous pouvez faire tout ça en restant dans l'outil. Je pense, Victor, avoir vraiment très succinctement parcouru les fonctionnalités essentielles du portail D-Line. C'est parfait. Écoute, je pense que c'est très clair sur le principe et tu nous as montré effectivement toutes les capacités de ce portail qui est très impressionnant. Je rappelle donc qu'il a été réalisé conjointement grâce à tes efforts au conseil départemental de la Haute-Garonne et avec le concours de l'association Open Data France. Et donc c'est d'autant plus impressionnant que ce portail est donc cet outil est donc complètement gratuit et permet une véritable diffusion beaucoup plus simplifiée que effectivement un travail qui pourrait être fastidieux à partir de tableurs ou simplement à partir du portail Open Data. Donc merci beaucoup pour cette présentation, Thierry. On a des questions qui te sont posées. D-Line a suscité beaucoup d'intérêt. Donc une question de monsieur Michael Guélard qui nous demande: bonjour, si on souhaite intégrer l'ensemble des délibérations anciennes de la collectivité, existe-t-il une solution ou un autre outil pour simplifier la saisie, une sorte d'automatisation? Merci. Voilà, donc c'est la fonction d'import, hein, ni plus ni moins. Aujourd'hui, ce que propose D-Line, c'est d'importer votre historique de délibération par import. Vous fournissez un fichier avec les informations contenues dans votre système d'information actuel. Elles sont importées et éventuellement, si c'est nécessaire, elles peuvent être complétées soit avant import, soit après import en utilisant les grilles proposées par D-Line. C'est exactement ce que font certaines collectivités dans notre territoire. Hein. La mairie de Castelmourou a repris près de 600 délibérations, mais elle n'avait pas les codes de nomenclature actes. Elle a fait le choix de faire l'import des 600 et de venir remettre à jour ensuite en mode tableau, là, en faisant de la saisie multiple, les codes de nomenclature acte directement dans D-Line. À ce propos, tu m'avais raconté que tu as des très bons retours des collectivités qui ont utilisé cet outil D-Line. Elles trouvent ça très ludique. Voilà, donc oui, les retours sont unanimes. Hein. Pour nous, cette expérience se serait arrêtée très vite hein, si on s'était rendu compte que l'outil ne satisfaisait pas à l'objectif qui était le nôtre de simplifier pour les opérateurs l'ouverture de données. Hein. Mais dès le début, on s'est rendu compte que le mettre à disposition une interface paramétrable, homogène, simple d'utilisation,
qui tiennent compte à la place de l'opérateur de toutes les règles de mise en conformité par rapport à la qualité et à la standardisation, c'était vraiment accueilli très très favorablement, et la prise en main, et je vous dis, elle est immédiate, hein. Après 2-3 collectes de données, les gens sont totalement autonomes. Et aujourd'hui, donc D-Line, pour vous dire, D-Line fonctionne tout seul. Donc sur les 20 collectivités, c'est moi qui suis administrateur de D-Line, j'ai un appel tous les 3 ou les 4 mois. Voilà, donc ça fonctionne comme c'était prévu. Voilà, les collectivités sont autonomes totalement, sans avoir besoin d'un support informatique, que ce soit un agent administratif, un agent technique, une secrétaire, une gestionnaire, un DGS. On a des DGS, on a des élus qui utilisent D-Line. Ils sont très rapidement autonomes et durablement. Super. Ça rejoint un peu une question que posait Nadia Rachidi un peu plus haut. Quel est le niveau d'adhésion à cette solution D-Line? Peut-être le nombre de collectivités qui sont déjà saisies de cette solution. Je ne sais pas si tu l'as. Oui, alors je l'ai mentionné, il y a 21 collectivités, 21. il y a à peu près une centaine d'utilisateurs, il y a plus de, je sais plus, de 2004 ou 3000 enregistrements de collectés. Alors, l'outil ne fait pas tout, hein. L'outil est un moyen d'accompagnement dès lors que la collectivité s'est engagée, a eu la volonté de s'engager dans l'open data et a priorisé l'open data dans ses actions. Et c'est là la problématique. Donc nous, tout comme Victor, on accompagne les collectivités, on va vers elles régulièrement pour essayer de faire en sorte que ce projet devienne prioritaire parmi les plus prioritaires. Mais bon, une fois que les collectivités ont décidé d'y aller, notre objectif, c'est de les aider à le faire, que ce soit fait simplement, hein, qu'elles dépensent un minimum de temps et d'énergie pour cette nouvelle action, hein, tout en ayant un retour sur investissement immédiat. Hein. Aujourd'hui, quand on propose des lines, les agents déjà commencent par une seule chose, c'est à se partager l'accès aux données, quoi. Voilà, ils activent leurs notifications, voilà, ça, et ce qu'ils n'arrivent pas à faire avec les outils bureautiques. Hélas, ils utilisent majoritairement des outils bureautiques. C'est pareil, des agents partent aujourd'hui de collectivité, c'était le cas encore la semaine dernière. Il y a eu une interruption pendant 2-3 mois du fait d'un remplacement qui a mis du temps à venir. La collectivité est rassurée, le référent va pouvoir accompagner le nouvel opérateur sur l'environnement, et la continuité en termes d'usage, de pratique et de production de données est garantie. Voilà, ce qu'on n'avait pas forcément avant, parce qu'il y avait des réappropriations d'outils, etc. Parfait. Merci beaucoup Thierry pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, d'autres questions qui peuvent concerner D-Line, Aerodata, la présentation globale. N'hésitez pas. Alors, une nouvelle question. En règle générale, retour d'expérience, comment se déroule la saisie? Un référent est en charge de la saisie ou chaque service vient alimenter les informations? Alors, de façon générale et pratiquement sans exception, ce sont les producteurs qui saisissent directement. Alors, dans notre organisation, nous, on a un référent par collectivité. Ça peut être lui qui est en charge de la saisie d'une donnée parce qu'il est, par exemple, il gère les subventions, les délibérations, autre chose, mais c'est rarement le cas. Lui, il a pour but de coordonner en interne, d'être notre point d'entrée avec la collectivité, avec les agents producteurs. Nous, on est rarement directement, on ne souhaite pas être directement en contact avec les producteurs, c'est le référent qui s'en charge. Et en ce qui concerne la qualité, on va dire, pas la qualité, mais la qualité en termes de fonction des différents producteurs de données, on a de tout, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des élus, il y a le DGS, voilà. L'idée, c'est que l'outil permet d'être extrêmement agile et de s'adapter au contexte propre à chaque collectivité. Voilà. Donc, c'était aussi l'objectif, hein, parce qu'on sait que dans les collectivités, c'est très variable en termes de disponibilité, de compétences, de capacité à s'approprier les nouveaux outils, à s'approprier le changement aussi dans les pratiques et les usages. Et dès lors qu'une collectivité dit non, non, moi l'enjeu c'est que je veux ouvrir en open data, bon, je vais compenser ou je vais m'organiser différemment, je vais transférer, c'est moi qui vais prendre en charge la saisie parce que de toute façon, les délibérations, je les vois passer, je les signe. Donc, quand je vois qu'une délibération, je mets 10 secondes à la ressaisir, que j'en ai 2 fois dans l'année et que j'en ai 20 à chaque fois, on ne va pas se poser de questions, je le prends en charge. On peut avoir ce genre de raisonnement, mais bien souvent, c'est quand même les producteurs, hein, qui utilisent directement des lines. Et du coup, il y a la question qui était posée. On peut imaginer dans des lines un compte par service et un valideur pour intégrer les données. Donc, effectivement, Alors oui, alors on peut imaginer, alors on peut pas imaginer un compte par service. Là, les comptes sont nominatifs, donc plusieurs utilisateurs peuvent collecter indépendamment les uns des autres des informations qui viennent s'agréger, et vous les voyez, vous, quand vous allez dans des lines, vous les voyez de façon agrégée, vous voyez qu'une donnée a été saisie par Paul et l'autre par Pierre.
Et vous pouvez dire, par contre, un des agents, qui n'est pas un des précédemment évoqués, a un droit de validation, et c'est lui, le chef de service, par exemple, qui va accéder au petit bouton qui dit je valide. Voilà. Donc, il est en plus notifié par mail dès lors qu'un de ses agents vient de saisir un enregistrement pas en brouillon, hein, il vient de le passer en version définitive. Donc, il est alerté qu'il a un enregistrement en attente de validation de sa part. Il peut se connecter. Alors, petite remarque, s'il est en vacances, imaginons, c'est pas ça que je devrais dire, mais je le dis quand même, dans un autre scénario, il est en déplacement. Ce chef de service est en déplacement, il a son téléphone portable, il reçoit le mail que je vous ai montré tout à l'heure en disant « Tiens, monsieur Untel vient de soumettre à validation l'enregistrement avant publication ». Vous avez le mail, vous cliquez sur un bouton dans le mail, vous n'avez pas besoin de vous connecter au portail Open Data, l'enregistrement est automatiquement validé. Et donc, dans la foulée, il est publié sur le portail Open Data. Voilà, donc on a essayé d'intégrer dans cet outil des outils assez modernes, voilà, de travail collaboratif qui tient compte des évolutions des pratiques et des usages en cours dans les collectivités. Je voulais poser une question, Victor, Oui. directement là. Quand vous avez de la donnée médicale, par exemple les services de protection maternelle et infantile, est-ce qu'on imagine que ça pourrait passer par le D-Line, ça aussi? Des données anonymisées médicales? Je ne crois pas à ce jour que ce soit un standard SOC commun de la donnée locale, Thierry. Alors, le sujet n'est pas traité en tant que tel comme standard national. Donc, de fait, j'ai un premier niveau de réponse, mais qui est que non, ce n'est pas prévu. Pour autant, l'outil en lui-même, c'est un contenant. Si demain, il y avait, voilà, si demain on avait une problématique de collecte de données standardisées relatives à des données à sécuriser en termes de confidentialité, etc., il y a plusieurs dispositifs qui peuvent être mis en place, comme la cryptographie, etc., etc. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis en œuvre. Vous l'aurez compris, on va là où c'est simple, pour faire la preuve du concept. Et puis là, je ne vous l'ai pas dit, mais on est en mesure d'implémenter l'outil par une couche d'API. L'API, c'est quoi? C'est la possibilité de faire en sorte qu'il n'y a même plus besoin d'utiliser les masques D-Line pour venir alimenter D-Line avec des données via des capteurs, via des outils de gestion, via d'autres plateformes. Et c'est D-Line qui se chargerait de concentrer les données, de traiter leur qualité, de publier les données sur un portail Open Data. On a des évolutions en cours, mais voilà, aujourd'hui, je vous ai présenté vraiment les éléments, on va dire, de base, de mise en œuvre de base de l'outil. D'accord, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, madame. Super. Merci encore, Thierry. Je ne sais pas s'il y a de nouvelles questions. Merci à vous déjà pour toutes les questions que vous avez posées. Je me permets de laisser à tous les deux notre mail, si jamais il y a d'autres questions qui peuvent intervenir dans le futur. Et l'adresse de ton portail surtout, hein, donc data.haute-garonne.fr, que vous devez voir ici. Donc, alors attention, c'est datademo.haute-garonne.fr. Ah oui, non, tu parles. Ça, c'est ton portail, ouais. Et ok, sur le lien D-Line, je pourrais l'envoyer effectivement. Ah, excuse-moi, oui, on est d'accord. Non, mais excuse-moi, moi j'ai mis ton portail Open Data, mais effectivement, on pourrait mettre le lien D-Line en plus. Si jamais vous avez des questions, donc n'hésitez pas, surtout l'adresse qui va être, on va dire, l'adresse privilégiée de votre interlocuteur privilégié, pardon, c'est la mienne, donc data@hero.fr. Si jamais vous voulez naviguer sur Hero Data, voir des informations que je vous ai montrées, donc hero-data.fr. Et voilà, si jamais vous souhaitez m'appeler également, vous avez mon numéro. Plus de détails sur D-Line, vous pouvez toujours écrire à Thierry. J'imagine que voilà, ça ne t'embête pas. Non, naturellement, naturellement. Donc voilà. Écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Auquel cas, n'hésitez pas à m'intervenir dans le chat ou Ah ben voilà. Outil très intéressant, D-Line est-il open source? Alors, aujourd'hui, ce que je vous ai présenté, c'est ce que j'appelle un prototype opérationnel. C'est-à-dire que d'un point de vue ingénierie et développement logiciel, hein, ce n'est pas encore un outil mature. C'est un outil qui est passé de la preuve de concept en 2017 à un prototype opérationnel qui est déployé, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Et là, on est face à une question d'industrialisation. On se dit, mais maintenant qu'il y a de plus en plus de collectivités qui l'utilisent, il y a encore plein de choses à faire dedans. Comment on fait? Alors, on ne peut pas aujourd'hui le publier en open source parce qu'il est très dépendant d'un atelier de développement.
vous ne pouvez pas, il y a certaines fonctionnalités que vous ne pouvez pas implémenter directement dans le back-office, hein, ce qui est un back-office que je ne vous ai pas présenté. Il faut remettre la main dans le cambouis, il faut aller développer des choses dans un moteur de développement. Donc, c'est pourtant du PHP et du MySQL. Hein. Donc, pour ne rien vous cacher, aujourd'hui, en lien avec Open Data France, nous sommes en train de déposer des dossiers dans le cadre du plan de relance auprès de la NCT en particulier pour pouvoir disposer de fonds et pour redévelopper complètement l'application et en faire cette fois-ci une plateforme totalement open source qui pourrait être déployable au sein des SI de certaines collectivités parce que ça permettrait de remplacer Excel dans des cas d'usage assez simples, hein, mais ça permet quand même de collecter une donnée de façon un peu plus sécurisée qu'aujourd'hui ce qu'on peut faire avec Excel. Ça permettrait d'utiliser cet outil à une échelle régionale, départementale comme nous le faisons déjà en Haute-Garonne et puis voire nationale dans des utilisations complémentaires. Voilà, donc la perspective là, du plan de relance, il y a des réunions de travail qui sont organisées par la NCT là, dès le mois de juin avec des dossiers à déposer pour courant de l'été. On peut imaginer que dans 1 an et demi, entre le temps de lancer les projets, les opérationnaliser, etc., on puisse avoir un outil D-Line totalement open source qui puisse être pris en compte et en charge par tout à chacun dans nos collectivités. Et c'est parfait. Merci beaucoup encore Thierry de cette présentation, de cette intervention aujourd'hui, qui à mon avis a contenté tout le monde et qui permettra voilà, de faciliter réellement cette saisie et cette publication des données. Voilà, écoutez, je pense qu'aujourd'hui on a fait le tour donc, sur cette présentation pratique, hein, ces ateliers pratiques autour de l'Open Data, donc la seconde édition des mardis de l'Open Data. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui et de vos questions qui étaient très pertinentes et qui ont permis de voilà, avoir une vraie participation interactive. Voilà, n'hésitez pas à me contacter donc, sur l'adresse data@hero.fr et à celle de Thierry si jamais vous avez des questions plus précises sur D-Line. Je reste disponible pour tout accompagnement dans vos intercommunalités et communes si jamais voilà, vous souhaitez faire des présentations en interne. Et puis, on reste en contact pour la troisième édition des Mardis de l'Open Data qui, je l'espère, aura lieu bientôt. Je vous remercie encore et je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Merci à vous.